En 2020, de nombreux particuliers se sont lancés dans l'investissement en bourse à l'occasion de la crise. C'est une tendance de fond qui continue en 2021. Alors lorsqu'on débute, on a tendance à faire certaines erreurs qui peuvent nous faire perdre plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction du capital que tu investis. Donc j'ai décidé de lister dans cette vidéo 7 grandes erreurs que font souvent les investisseurs débutants. Parmi ces erreurs, il y a des erreurs que j'ai moi-même faites et j'aurais été heureux de tomber sur la vidéo que tu t'apprêtes à regarder il y a quelques années. Si je peux éviter à quelques-uns d'entre vous de faire les erreurs que je vais détailler dans cette vidéo, ma mission sera accomplie. Je vais pas davantage t'en dire, on commence tout de suite avec les 7 erreurs que font le plus souvent les investisseurs qui débutent. La première erreur, c'est d'attendre un krach boursier pour investir. Alors justement, récemment, j'ai reçu un commentaire à ce propos. Un nouvel investisseur se demandait si c'était le bon moment pour investir, s'il valait pas mieux attendre un krach et profiter de la reprise. Alors d'abord, bien sûr, je ne sais pas quand va se produire le prochain krach boursier, ce sera peut-être dans un mois, ce sera peut-être dans un an, ce sera peut-être dans 3 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas, je peux pas le savoir et personne ne peut le savoir. Ceux qui réussissent à prédire des krachs boursiers sont également ceux qui prédisent des krachs boursiers tous les ans. Donc forcément, il y a une année où ils finissent par avoir raison. On peut s'accorder sur le fait qu'un krach boursier est par nature inanticipable, mais ça répond pas vraiment à la question. C'est pas parce que ce krach boursier, il est pas anticipable qu'on pourrait pas l'attendre et investir sur les marchés financiers lorsqu'il survient. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois les différents marchés haussiers et les différents marchés baissiers sur le marché américain depuis 1926. Comme tu le vois, les marchés haussiers sont souvent beaucoup plus longs que les marchés baissiers. Il y a une expression qui dit qu'on monte par l'escalier et qu'on descend par l'ascenseur. On le voit assez bien avec ce graphique. Ce que je veux te montrer avec ce graphique, c'est qu'il y a eu des marchés haussiers extrêmement longs. Par exemple, après le premier choc pétrolier de 1973, les marchés financiers ont connu une magnifique performance pendant 13 ans. Si tu t'étais dit en 1975 que tu attendais le prochain krach boursier pour investir, il aurait fallu attendre 1987 pour investir tes fonds, pour investir ton capital. Et pendant ce laps de temps, tu serais passé à côté de la magnifique performance que le marché t'avait offert. Au plus bas du krach de 1987, on était toujours à un niveau plus haut qu'au début de l'année 1986. Donc tu vois avec cet exemple que tu aurais eu plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de manque à gagner. En plus, il aurait fallu que tu investisses pile au point bas de 1987, et bien évidemment, le point bas, on peut le connaître qu'a posteriori, et il aurait été très improbable que tu investisses pile au point bas de 1987. Si tu t'étais dit, par exemple, en 1987, qu'on n'avait pas atteint encore le point bas et que tu attendais que la bourse corrige encore, tu serais passé à côté d'une magnifique reprise sur les 13 années suivantes. Alors, ces périodes, elles peuvent paraître assez lointaines, donc on va prendre un exemple récent. Si tu t'étais dit en 2011 que la bourse américaine avait déjà bien monté, puisqu'elle avait déjà effacé presque toutes ses pertes de la crise de 2007-2008 et que tu attendais la prochaine baisse de 20% pour investir, il t'aurait fallu attendre fin 2018 pour investir ton capital. Sauf qu'entre 2011 et le plus bas de fin 2018, le marché américain a vu sa valeur multipliée par 2. Et encore une fois, là on part du principe que tu investis tout ton argent au niveau le plus bas, ce qui est en pratique irréaliste. Attendre le prochain krach boursier, ça peut sembler une bonne stratégie pour investir, mais comme on l'a vu, ça peut nous faire passer à côté de magnifiques performances. Il faut également considérer que tout le temps où tu attends, tout le temps où tu n'investis pas ton argent, et bien justement ton argent, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Avec une inflation de 2% par an, tu pourras acheter 2 fois moins de produits dans 35 ans. Si jamais l'inflation monte à 3% par an, tu pourras acheter 2 fois moins de produits dans seulement 23 ans. On se soucie plus trop de l'inflation ces dernières années parce qu'elle a été très faible, mais c'est un élément qui pourrait faire son grand retour dans les prochaines années. Donc ça, c'est la première erreur que je vois le plus souvent chez les nouveaux investisseurs. Même si ça part d'un beau réflexe de vouloir investir lorsque les cours sont bas, ça peut en pratique te faire perdre énormément d'argent. La deuxième erreur, c'est de procrastiner en accumulant toujours plus de connaissances. Alors souvent, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui se lancent en ne sachant pratiquement rien et ceux qui ont une telle peur de se lancer qu'ils préfèrent accumuler connaissance sur connaissance pendant plusieurs années. Alors bien sûr, il faut essayer d'éviter de tomber dans ces deux travers. Par exemple, j'avais un ami qui connaissait tout au montage en holding alors qu'il n'avait jamais investi dans une action, ni dans un bien immobilier, ni même dans une place de parking. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'autre travers qui est de se lancer en ne se formant absolument pas. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Ce que je te recommande si tu hésites à te lancer aujourd'hui et que tu tombes un peu dans ce travers de vouloir toujours plus te former avant d'investir, c'est d'agir par petits pas. De pas vouloir faire directement un pas de géant. Par exemple, tu peux commencer à investir en bourse avec une petite partie de ton capital. Si tu t'intéresses à l'immobilier, tu peux commencer avec un petit investissement, par exemple une petite place de parking, enfin une place de parking ou un studio par exemple. Ça te permettra d'avoir tes premiers résultats et ensuite de progresser sur des projets plus importants. Faut pas avoir peur de commencer petit. Sur Internet, on voit souvent des personnes qui ont des résultats extraordinaires. Alors déjà, on met le focus sur uniquement une très faible partie d'investisseurs et surtout, ces investisseurs, ils ont souvent fait comme toi un petit pas au début avant d'en faire de plus grands par la suite. Il ne faut pas que tu te sentes mal à l'idée de commencer petit.
La troisième erreur, c'est de trop accorder d'importance aux performances passées. Il y a une expression qu'on entend souvent en bourse, c'est « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Ces derniers mois, il y a eu plein de nouveaux investisseurs qui ont investi dans des entreprises à la mode comme Zoom, Tesla ou Spotify. Ces entreprises ont enregistré des performances très importantes en 2020. Mais en 2021, ces entreprises ont connu des baisses importantes. Elles ont toutes baissé de plus ou moins 30% par rapport à leur plus haut. J'ai reçu pas mal de messages d'investisseurs paniqués récemment, alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison de paniquer, sauf si vraiment t'es pas du tout diversifié. Si on regarde les choses froidement, le S&P 500, qui est l'indice de référence aux États-Unis, est en baisse de seulement 1,51%, et l'indice MSCI World, qui est un indice encore plus diversifié à travers le monde, est en baisse de 0,82% par rapport à ses plus hauts. C'est absolument rien. On est vraiment très loin d'une crise. Il y a de fortes chances que si tu as investi dans du Tesla, dans du Zoom ou encore dans du Spotify, c'est parce que tu as vu leur magnifique performance en 2020 et que tu as voulu en bénéficier. Alors même si ça peut être une vraie stratégie d'investir dans des entreprises qui ont connu une bonne performance récemment, c'est aussi une stratégie où tu vas avoir une volatilité importante sur ton portefeuille et où tu risques de surpayer des entreprises. Alors dans l'autre sens, une erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants, c'est de penser que si une entreprise baisse, voit sa valeur diminuer, elle va forcément un jour ou l'autre retrouver ses plus hauts. Mais le problème, c'est que si une entreprise voit ses cours baisser durablement, c'est probablement que ses fondamentaux et les perspectives de croissance de l'entreprise se sont détériorés. Il est loin d'être sûr qu'une entreprise comme Orange ou comme EDF retrouvent un jour leur plus haut en bourse. La quatrième erreur, c'est de pas mettre de pouce bleu aux vidéos qui te précisent les erreurs à ne pas faire sur les marchés financiers. Ça, c'est vraiment une erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants et c'est vraiment une erreur qui peut te coûter très cher. Plus sérieusement, mettre un pouce bleu, ça prend littéralement 2 secondes et ça aide au développement de cette chaîne. Donc, si tu penses que le contenu est intéressant, eh bien, n'hésite pas à faire ce petit geste. Je t'en remercie d'avance. La quatrième erreur, c'est de pas être assez diversifié. Il y a d'une part la diversification géographique et d'autre part la diversification sectorielle, mais on va voir que ça va bien plus loin que ça. Le premier problème, c'est la diversification géographique. Beaucoup d'investisseurs ont un biais important, ils investissent trop dans le pays où ils résident. Comme tu le vois sur le graphique, les investisseurs américains ont tendance à fortement surpondérer leur zone géographique. Alors que les États-Unis représentent 50,9% de la capitalisation mondiale, les Américains investissent 79,1% de leur capital dans les sociétés américaines. Alors c'est moins dérangeant pour les Américains parce que les États-Unis sont la première place boursière mondiale, mais si on prend le Canada, on voit que ça pose un vrai problème de diversification. Le Canada ne représente que 3,4% de la capitalisation mondiale et pourtant les Canadiens investissent 59% de leur capital dans les entreprises canadiennes. Pour les Français, c'est exactement la même chose. C'est très important d'être diversifié géographiquement parce que certaines zones géographiques ont tendance à surperformer sur des durées plus ou moins longues. Par exemple, sur cette dernière décennie, c'est le marché américain qui a largement surperformé le marché européen. Il y a également eu des périodes où les marchés émergents ont surperformé les autres zones géographiques. En étant très diversifié géographiquement, tu devrais non seulement avoir une meilleure performance avec ton portefeuille boursier, mais en plus, tu devrais avoir une volatilité plus faible. Autre point important, bien sûr, c'est d'être diversifié d'un point de vue sectoriel. Récemment, on a vu une baisse importante sur le secteur technologique. En ayant un portefeuille diversifié, très simplement, par exemple, en investissant dans l'indice MSCI World, tu n'aurais presque pas subi de baisse parce que dans le même temps où ces valeurs technologiques baissaient, des valeurs des entreprises qui répondent davantage aux critères value ont vu leur valeur progresser. Si tu débutes, investir simplement dans un ETF qui réplique l'indice MSCI World est une excellente solution pour être diversifié géographiquement, diversifié sectoriellement et en prime, tu pourras avoir un portefeuille optimisé d'un point de vue fiscal avec ton PEA. Mais à mon sens, la diversification sectorielle et géographique ne suffit pas. Au cours des crises, par exemple la crise de 2007-2008, toutes les valeurs dans le monde, quel que soit le secteur, ont chuté. Il est donc primordial pour réduire la volatilité de ton portefeuille d'investir dans d'autres actifs, par exemple dans les obligations, dans l'or, dans les foncières cotées ou encore dans les SCPI. Si tu es un peu perdu et que tu sais pas quel produit choisir pour investir sur le marché action, pour suivre le cours de l'or, pour par exemple investir dans les foncières cotées, les obligations, les SCPI, etc., je t'ai rédigé un document qui référence 21 produits pour justement investir sur ces différents actifs. Donc tu as un lien en description juste en bas si tu es intéressé pour découvrir ce document et ces 21 produits. La cinquième erreur, c'est d'être trop actif sur les marchés financiers. Toujours dans l'étude The Behavior of Individual Investors, Barber et Odean ont trié 65 000 investisseurs individuels des plus actifs aux plus passifs. Les investisseurs les plus actifs, ce sont ceux qui vont faire beaucoup de trades, qui vont acheter et vendre régulièrement leurs actions. Et les investisseurs les plus passifs, au contraire, ce sont ceux qui se contentent d'acheter et de garder leur position, de garder leurs actions dans une démarche vraiment très passive. Donc sur la période allant de 1991 à 1996, les investisseurs les plus passifs ont eu une performance moyenne de 18,5% par an, alors que les investisseurs les plus actifs ont eu une performance de seulement, entre guillemets, 11,4% par an, mais la différence
est quand même énorme. Par exemple, sur un horizon d'investissement de 10 ans, 10 000 euros se transforment en 29 000 euros avec une performance de 11,4% par an, alors qu'avec une performance de 18,5% par an, ces mêmes 10 000 euros se transforment en 54 000 euros. Souvent, les personnes qui sont très actives sur les marchés financiers, ce sont des personnes qui pensent pouvoir trouver les entreprises qui vont surperformer dans les prochaines années et qui pensent également souvent pouvoir trouver le meilleur moment pour investir dans ces sociétés. C'est ce qu'on appelle le stock picking et le market timing. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'empiriquement, les études ont plutôt tendance à montrer l'inverse, c'est-à-dire que les investisseurs n'arrivent pas à choisir les meilleures entreprises et le meilleur moment pour acheter ces entreprises et qui devraient plutôt se contenter d'une approche passive. En adoptant une approche passive, tu auras un portefeuille qui devrait enregistrer une très bonne performance sur le long terme et en plus, tu pourras optimiser ta fiscalité avec le PEA. Autre avantage, comme c'est une approche passive, comme son nom l'indique, c'est une approche qui va te demander très peu de temps, donc tu auras plus de temps par exemple pour lancer un projet entrepreneurial ou plus simplement pour passer du temps avec tes proches. Si tu veux t'essayer au stock picking et au market timing, je te recommande de le faire avec une petite partie de ton capital, puis seulement si tu as de bons résultats sur plusieurs années, tu pourras éventuellement penser à investir une plus grande partie de ton capital en faisant du stock picking et du market timing. La sixième erreur, c'est de pas choisir un portefeuille qui respecte tes objectifs et ton aversion au risque. Sur Internet, tu as accès à énormément de conseils, mais la seule limite de tous les conseils que tu entends, c'est que finalement, ils sont pas nécessairement adaptés à ton profil. Par exemple, peut-être que tu vas suivre les vidéos de quelqu'un dont tu apprécies le contenu dans le domaine par exemple de l'investissement, et cette personne va mettre en avant une stratégie. Même si cette stratégie est bonne, ça veut pas nécessairement dire qu'elle est adaptée à ton profil. C'est donc primordial de prendre du recul et de te demander si la stratégie que tu t'apprêtes à suivre est en accord par exemple avec ton aversion au risque et ton horizon d'investissement. On va pas investir de la même façon si on a un horizon d'investissement de 5 ans par exemple ou si on a un horizon d'investissement de 30 ans. De la même façon, tu n'investiras pas de la même manière si la perte maximale que tu es prêt à subir sur ton portefeuille, elle est de 15% ou si tu peux aller bien au-delà à 40% par exemple. Pour essayer de t'accompagner dans la construction d'un portefeuille qui respecte ton profil, je t'avais enregistré une vidéo que tu peux retrouver juste en haut. Enfin, la dernière erreur que j'ai répertoriée, c'est de ne pas avoir de fonds de sécurité. Alors lorsqu'une crise survient, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Par exemple, lors de la crise de 2007-2008, c'était le secteur bancaire et le secteur de l'immobilier qui étaient particulièrement touchés. Lors de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, c'était le secteur technologique qui était particulièrement touché. Lors de la crise en 2020, c'est d'innombrables secteurs qui ont été touchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est à l'abri. On peut tous subir une crise dans notre secteur d'activité. Si tu rencontres un problème passager d'un point de vue financier ou si tu dois aider un proche, il y a des chances que ce besoin d'argent, il arrive pile au moment où précisément les marchés financiers sont à des plus bas. Sans fonds de sécurité, tu seras obligé de faire par exemple un prêt à la consommation ou de retirer de l'argent de ton portefeuille boursier. Alors tu voudras sûrement pas t'endetter dans une période difficile et ce sera totalement normal, donc tu seras obligé de piocher dans ton portefeuille boursier. Mais le problème, c'est que tu retireras de l'argent au pire des moments, au moment où précisément il faudrait investir le plus d'argent. En plus, peut-être qu'aujourd'hui tu investis avec ton PEA et que ce PEA n'a pas 5 ans d'ancienneté, donc quand tu retireras de l'argent de ton PEA, le PEA il sera automatiquement clôturé et tu perdras cet avantage fiscal. Donc mon dernier conseil, c'est de te créer un fonds de sécurité. Ce fonds de sécurité, il va également t'apporter de la sérénité et cette sérénité, elle peut également t'empêcher de faire les erreurs qu'on a vues précédemment. Au niveau de ton fonds de sécurité, je te recommande d'avoir au moins de quoi vivre pendant 3 mois de façon frugale. Donc par exemple, si pour vivre de façon frugale, tu vis avec 1 500 € par mois, je te recommande d'avoir au moins 4 500 € de côté. La meilleure enveloppe pour placer ce fonds de sécurité, c'est le livret A, parce que ton argent est directement disponible. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à partager en commentaire d'autres erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on débute. Si tu vois d'autres erreurs ou des erreurs d'ailleurs que tu as toi-même faites, eh bien, n'hésite pas à les partager en commentaire. J'en ai probablement oublié beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Pour aller plus loin, je t'ai sélectionné également une vidéo qui devrait t'intéresser, donc pour aller plus loin sur ce sujet. Donc tu cliques juste ici, n'hésite pas à la regarder. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!